Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h à la une. Ce soir, la promulgation de la loi d'habilitation par le chef de l'État. Le président Macky Sall peut désormais prendre par ordonnance toutes les mesures liées à la prise en charge du Covid-19 pour une durée de 3 mois. Un mois après les débuts du Covid-19 au Sénégal, les autorités font une première évaluation. 195 personnes ont été infectées, 138 sont sous traitement, un cas est décédé et 55 sont guéris. De nouvelles mesures sont annoncées. Et puis, dans les préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance, nous faisons ce soir un focus sur l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. L'ARSM dispose de fermes qui offrent aux militaires des stages pratiques en agriculture et en élevage. Et puis, nous aurons dans ce journal un invité. Il s'agit du ministre Mansour Faye. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Traoré. Monsieur le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, qui va nous parler donc de cette aide alimentaire destinée à 1 million plutôt, voilà, de ménages sénégalais. Nous en parlerons dans un petit moment. Le temps de voir ce décret qui a été publié, un décret numéro 888 portant organisation de la cérémonie du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifiée, vu le décret numéro 2019-1819 du 2 novembre 2019 fixant la composition du gouvernement, vu le décret 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l'état d'urgence sur le territoire national, vu le décret 2020-882 du 27 mars 2020 portant organisation de la gouvernance militaire du palais, décrète. Article 1er, le défilé militaire et civil traditionnellement présidé par le chef de l'État, chef suprême des armées pour la célébration de la fête de l'indépendance, est remplacé pour cette année 2020 par une cérémonie de levée des couleurs suivie de l'hymne national le samedi 4 avril 2020 au Palais de la République à 10 heures précises. Article 2, il est sursis sur toute l'étendue du territoire national à tout autre défilé militaire et civil. Article 3, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur militaire du Palais de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Je vous le disais donc, nous recevons ce soir le ministre Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Monsieur le ministre, le président de la République donc, a décidé d'octroyer une aide alimentaire à 1 million de ménages sénégalais pour faire face au Covid-19. Comment se fera d'abord le choix des bénéficiaires? Je vous remercie, M. Traoré, donc, de cette invitation. Par rapport aux bénéficiaires, comme vous l'avez annoncé, c'est 1 million de ménages qui seront sélectionnés. D'abord, nous allons partir sur une base. La première base, c'est le registre national unique dont nous disposons et qui avait fait suite à la sélection des ménages pour bénéficier du programme national des bourses. Ce registre unique comporte aujourd'hui 588 000 ménages, 045. C'est un registre qui est mis à jour régulièrement et même en cours de recertification. Et nous avons même les adresses jusqu'au niveau bénéficiaire, jusqu'au niveau ménage, numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est la première base. Parce que 1 million de ménages, il va falloir les rechercher. Donc nous nous sommes dit, d'abord, partons à partir donc, du registre national unique. Après, il va falloir rechercher le delta, la différence, qui est de 411 955 ménages. Alors, pour aller rechercher cette différence-là, on fait recours en réalité à 2 modèles de ciblage. D'abord, un ciblage géographique pour faire la répartition des 411 000 à l'échelle de toutes les communes du Sénégal, avec l'aide de l'ANSD, qui, avec la carte de la pauvreté et la démographie, fait des projections au niveau de chaque commune. Donc, cette répartition géographique et le ciblage géographique est déjà réalisé. Nous avons maintenant la répartition jusqu'au niveau commune de ce delta. Ensuite, au niveau des communes, nous allons faire appel maintenant aux gouverneurs de région, aux préfets de département, aux sous-préfets, aux maires et à l'ensemble, en tout cas, des organisations communautaires de base. Et au niveau de chaque échelle, il y aura une architecture d'organisation qui fera de sorte que
la sélection se fera au niveau quartier, pour ce qui concerne les communes, anciennes communes, et nouveau village pour les communes rurales, entre guillemets. Alors, et ce sera à travers des assemblées populaires, donc présidées soit par le chef de village, ou soit présidées par des délégués de quartier, assistés par les relais communautaires, ou bien les APDC, et l'ensemble des couches de la population, avec les directeurs d'école, en fonction des spécificités des zones, ou les associations, les badjanogor, etc., etc. Donc vraiment, ce sera un choix, disons communautaire, réalisé à partir de la base. Donc, une fois, je reviens sur la répartition donc, au niveau commune, arrivé au niveau de la commune, par exemple, je prends la commune de Gueule-Tapée. Gueule-Tapée, on dit le quota de Gueule-Tapée est de temps. Maintenant, au niveau de la commune va répartir ce quota-là jusqu'au niveau quartier des quartiers qui composent la commune. Donc, c'est à ce niveau, parce que nous pouvons faire la répartition jusqu'au niveau commune. Et puis après le reste, c'est les communautés elles-mêmes qui vont faire donc, le procédé de ciblage en respectant maintenant donc, les étapes de validation donc, qui seront donc, au niveau soit du préfet, soit du sous-préfet ou soit du gouverneur. Et à partir de ce moment, on aura le delta qui va venir retrouver maintenant le RNU parce que la base du RNU existe déjà. On aura maintenant le total des ménages bénéficiaires au niveau de chaque localité. Donc ça vraiment c'est un processus transparent, un processus vraiment démocratique, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, personne n'aura rien à dire quant à la sélection des ménages bénéficiaires effectivement de cet appui alimentaire. Aucune commune ne sera oubliée. Toutes les 553 communes que compte le Sénégal donc, vont en bénéficier. Toutes les communes. Ce matin, c'est vrai, j'ai entendu donc, quelques, disons, informations peut-être innocemment donc, dissipées, disant que Dakar, etc. Nous avons raisonné en termes de communes. Donc, le Sénégal a 553 communes parce qu'il y a une commune qui est en délégation spéciale, c'est la commune de Khelkop. Ouais. Sinon, après, les villes donc, étant des entités où il y a des communes, donc on ne comptabilise pas les villes parce qu'on risque de les comptabiliser deux fois. Donc, on s'est limité uniquement étapes et, disons, communes. Et toutes les communes du Sénégal, des 14 régions, 45 départements que compte le Sénégal, effectivement, seront bénéficiaires. D'accord. Donc, c'est certaines informations qui, comme dans pareil cas, qui faisaient état donc, de villes oubliées, de politisation de ce dossier. C'est totalement infondé. Non, il n'y a vraiment aucune politisation, puisque même au niveau même des régions, à chaque étape, il y aura les forces de sécurité et de défense. Nous allons conseiller au gouverneur, déjà au niveau régional, qui est le commandant de légion, qui peut-être pourrait coordonner. Au niveau, par exemple, commune ou département, qui est les commandants de brigade, et même la police à contribution pour que le processus soit bien verrouillé, soit bien transparent et soit bien contrôlé. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ce niveau-là. Et vraiment, donc, nous sommes dans le processus et nous sommes en mode fast-track. Puisque les gouverneurs ont déjà reçu une lettre circulaire les demandant de réactualiser le comité de ciblage. Donc, les TDR leur seront envoyés d'ici lundi au plus tard. Donc, eux, ils vont démarrer rapidement dans la semaine. Donc, tout le processus de ciblage, et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je pense que c'est un processus inclusif, d'autant plus que l'État avait l'expérience quand il s'agissait de choisir les bénéficiaires des bourses familiales. C'était le même procédé. À la seule différence que maintenant, nous avons mis l'accent au niveau commune, au niveau quartier et village, parce que c'est à ce niveau qu'il y avait quelques faiblesses. Et donc, il y avait ce qu'on appelle les passagers clandestins, qui avaient un petit peu pollué le registre national unique, mais à 10%, c'était acceptable. D'accord. En mode fast-track, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un début des distributions ce mois-ci. Oui, non, naturellement, avant la fin. Normalement, nous voulons, avant la deuxième décade du mois d'avril, procéder en tout cas à la distribution parce que les ménages qui sont au niveau de registre unique sont connus. On peut démarrer avec eux en attendant que le processus effectivement de sélection du Delta puisse se réaliser. D'accord. Et quand on parle d'aide alimentaire, en quoi ça va consister en fait? Alors, vous savez, c'est une mesure exceptionnelle. Déjà, c'est une mesure exceptionnelle, jamais réalisée au Sénégal. Habituellement, au niveau du commissariat alimentaire, l'État distribue en moyenne 10 000 tonnes. Aujourd'hui, l'État va distribuer plus de 140 000 tonnes, environ 140 000 tonnes de vivres. C'est énorme. C'est vraiment énorme, très énorme. Donc, cela demande beaucoup de logistique. Alors, les vivres qu'on va distribuer, pour chaque ménage, c'est un kit. C'est 100 kg de riz, 2 sacs de 50 kg, 10 kg de sucre, 10 litres d'huile,
10 kg de pâtes alimentaires et ensuite un pack de savon, de 18 briques de savon de 300 grammes. Donc, vraiment, c'est ce kit-là qui sera remis à l'ensemble des ménages, effectivement, qui seront sélectionnés à travers donc, ces 1 million de ménages à l'échelle nationale. C'est largement de quoi faire face à la crise, M. le ministre. C'est beaucoup c'est entre 8 et 10 millions de Sénégalais qui seront concernés. Parce que donc, nous pensons fortement que tous les Sénégalais, en tout cas, qui remplissent ces critères-là, qui se sont retrouvés un petit peu impactés par les effets négatifs socio-économiques, disons, dus donc à la pandémie du coronavirus. Donc, ces ménages-là, nous pensons fortement que tous ces ménages-là, en tout cas, auront donc leur kit et peut-être seront soulagés parce que comme nous sommes en période de ralentissement des activités, il y a des secteurs qui sont touchés et naturellement, à partir donc des sélections des ménages, nous pensons fondamentalement que ces ménages-là, en tout cas, seront bien soulagés. En tout cas, M. le ministre, merci d'être venu sur ce plateau. Nous parler de ce programme de distribution d'une aide alimentaire à 1 million de ménages sénégalais décidé par M. le Président de la République. Ouais, c'est une décision historique. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. M. Mansour Faye, qui est le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, par décret, donc la loi 2023 habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 a été promulguée par le chef de l'État ce 2 avril. La synthèse de l'exposé des motifs avec Ibrahima Djedjou. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nécessite de la part de l'État la prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité nationale. Il convient, face à cette crise sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. Ainsi, après les premières décisions du président de la République visant à contenir la propagation de la maladie dans notre pays et la proclamation de l'état d'urgence, il importe de passer à une étape supérieure dans la prise en charge de la pandémie en prenant dans la célérité et en tant que de besoin des mesures exceptionnelles destinées à garantir la continuité et le fonctionnement optimal de l'État. Certaines de ces mesures d'ordre économique, budgétaire, social, sanitaire et sécuritaire relèvent du domaine de la loi. Aussi, pour éviter de devoir faire se réunir l'Assemblée nationale à chaque fois qu'il est question de prendre d'urgence des décisions, est-il proposé le recours, dans le cadre du présent projet de loi, à l'article 77 de la Constitution qui dispose « L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification. C'est dans le respect de ces conditions prescrites par l'article 77 de la Constitution que l'Assemblée nationale, à travers ce présent projet de loi, habilite le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux besoins d'ordre économique, financier, budgétaire, sécuritaire et sanitaire. Le gouvernement tiendra l'Assemblée nationale informée des mesures prises ou mises en œuvre. Par ailleurs, le présent projet de loi sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence décrété par le président de la République au-delà de la période de 12 jours à compter de son entrée en vigueur. Ce 2 avril, l'Institut Pasteur a remis au ministère de la Santé les résultats ci-après sur 127 tests réalisés, dont 2 cas importés et 3 cas contacts. 10 patients sont guéris. À ce jour, 195 cas sont déclarés à Dakar, 55 guéris, un décédé, un évacué et 138 sous traitement. Fermeture des frontières des écoles et universités, interdiction des rassemblements, soutien aux familles et soutien aux familles. Depuis le 2 mars et le premier cas de Covid-19, le chef de l'État a pris plusieurs mesures
Pour arrêter la propagation, s'y ajoute un fonds de 1 000 milliards pour soutenir l'économie nationale. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu et une loi d'habilitation. Retour sur un mois de lutte contre le Covid-19 avec Issa Thiorogué. 2 mars, 2 avril, un mois de lutte contre un mal du siècle. Un mois sans répit, avec des défis immenses à relever, des mesures si importantes. D'abord, le 2 mars, premier cas déclaré positif. Dans un conseil présidentiel sur le coronavirus, le chef de l'État valide le plan national de riposte contre l'épidémie. Les moyens financiers sont renforcés et plusieurs événements sont suspendus. Journée nationale du nettoiement du 7 mars, Journée mondiale de la femme du 8 mars. Sa tournée économique prévue le 24 mars à Matam est également reportée. Ensuite, le 14 mars, alors que le coronavirus fait 5300 morts dans le monde, le chef de l'État prend de nouvelles dispositions, allant du renforcement du plan de riposte à la sensibilisation. Dans cette vidéo, il met l'accent sur la prévention surtout, qui de l'avis des experts médicaux est une arme redoutable contre le mal du siècle. Pour endiguer la propagation du virus, le chef de l'État interdit les rassemblements, suspend les classes de la maternelle au supérieur et ramène le défilé national à une cérémonie symbolique de prise d'armes au Palais de la République. Le 18 mars, le chef de l'État réaffirme son engagement à lutter contre le coronavirus et reçoit successivement les institutions, Assemblée nationale, Conseil économique, social, environnemental et Haut Conseil des collectivités territoriales. Le 23 mars 2020, le chef de l'État déclare l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Un fonds de 1 000 milliards est annoncé, tout comme 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat de vivres pour les plus démunis. Les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême sont consultés. Toute la classe politique et la société civile sont reçus au palais, y compris le patronat, les acteurs culturels, la presse, les élus locaux, les syndicats. Puis, les 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat de vivres sont revus à la hausse en Conseil des ministres pour être 69 milliards de francs CFA. Dans un élan d'unité, tout le monde affirme son soutien à la loi d'habilitation que les députés ont adoptée le 1er avril. Entre le 2 mars et le 2 avril, plusieurs dispositions ont été prises par les départements de l'économie, de l'équité sociale, de l'hygiène publique, des transports terrestres, du commerce, du sport, du tourisme. Bref, tous les acteurs institutionnels ou presque, étant entendu que c'est une guerre qui appelle la mobilisation générale contre un redoutable ennemi, le Covid-19, qui déteste la propreté et qui aime les rassemblements. Face au cas importé, le gouvernement prend l'option de fermer toutes les aériennes, maritimes, mais surtout terrestres. 4%, c'est déjà le taux des cas communautaires 2 mars, 2 avril, un mois qui n'a pas suffi à faire taire le Covid-19. Le combat se poursuit. Je vous l'annonçais dans les titres, l'évaluation ce jeudi de la gestion du Covid-19. Un mois après le premier cas, le Sénégal compte 195 patients infectés, un décès, une évacuation et 138 malades sous traitement. En conférence de presse, les responsables ont expliqué les grandes lignes de la prise en charge. De nouvelles mesures sont annoncées pour freiner l'évolution de la maladie. François Sec. 138 patients en traitement dans cette structure hospitalière des 6 régions touchées par le Covid-19, un évacué et un décès. C'est le bilan de la maladie au Sénégal, un mois après le premier cas positif. Aujourd'hui, la riposte doit s'accentuer. Aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels. Parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans, et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. Ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraît bas, mais qui vont être très, très importants à partir
partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très, très difficile pour nous. Pendant 30 jours, le ministère de la Santé a privilégié une approche transversale pour traiter la maladie, pour le moment sous contrôle. Le combat à mener reste celui de la prévention. La prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tel que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Nous allons même mieux. Dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc tout ceci pour dire que la prise en charge, c'est un ensemble, c'est un package. Ce n'est pas uniquement l'utilisation de traitements spécifiques. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse. Mais après avoir traité un certain nombre de patients, nous n'avons pas noté d'effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape. Les 1738 échantillons testés par l'Institut Pasteur ont permis de confirmer 195 cas. Les capacités d'analyse vont augmenter dans les prochains jours. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur Touba. Des tests sont faits depuis le 14 mars 2020. Un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darou Khoudoss de Touba. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Ziguinchor, où un laboratoire, l'Institut Pasteur, sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades dans le but de mieux les prendre en charge. Le relèvement du plateau technique est aussi prévu. En plus des 56 lits de réanimation, d'autres sont en cours d'installation. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand Yoff. C'est le cas également de l'hôpital de Pikine. Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. Et on sait très bien que, tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré 96, répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc, nous avons encore une marge de lits pour les patients. Au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipements. D'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et aujourd'hui même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. Avec toutes ces mesures de prévention et la qualité de la prise en charge, ainsi que la disponibilité de stocks de sécurité, le Sénégal devrait contrôler la maladie. Après un mois, le front de la lutte résiste bien. Suite au décès de notre compatriote Pape Diouf, le président de la République française salue un géant du journalisme sportif, un grand dirigeant de club et une haute figure de Marseille, de la France et du Sénégal. Emmanuel Macron adresse à sa famille et ses proches aux Marseillais et aux supporters de l'Olympique de Marseille ses condoléances attristées. C'est à travers un communiqué que l'Élysée a rendu hommage à Pape Diouf. Il a été enterré hier après-midi au cimetière de Yoff. La pharmacie nationale d'approvisionnement dispose d'un stock de sécurité en produits d'hygiène et en équipements de protection. L'assurance et de la directrice de la PNA, Dr Annette Seck Ndiaye, recevait le ministre de la Santé. Il a insisté sur la nécessité d'approvisionner correctement les structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Omar Diaw. Que nul n'entre par ici s'il n'a pas les mains propres, fut-il un ministre de la Santé qui en assure la tutelle. Le thermoflash est appliqué à tout le monde comme le masque sur les visages. La PNA veille et cela commence par les produits d'hygiène. Que tout ce qui est gel hydroalcoolique et autres antiseptiques soit disponible. Je précise bien que cette disponibilité doit être en particulier pour les structures sanitaires
et le personnel de santé. Rendre disponibles les produits d'hygiène dans toutes les structures de santé, la PNA dispose d'un stock conséquent de sécurité. Le deuxième volet de sa stratégie concerne les équipements de protection. Équipements complets avec les combinaisons, les surchausses, les casaques, les gants de protection, les masques, plusieurs types de masques, les masques chirurgicaux, les masques FFP2. La gestion et la distribution d'autant de matériel sur l'ensemble du territoire national nécessite une réadaptation des horaires. On travaille à feu continu. Nous avons mis en place un dispositif d'astreinte qui nous permet de travailler au-delà des heures réglementaires. Vous savez que les heures de travail ont changé, mais également de travailler le samedi et le dimanche, rien que pour satisfaire la demande. À côté des camions de livraison, la distanciation sociale est de rigueur. Le dispositif satisfait le visiteur du jour. Chaque maillon de la chaîne joue un rôle essentiel. Il ne doit pas y avoir effectivement de faille à quelque niveau que ce soit. Le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, tient effectivement à ce que dans le dispositif de riposte, qu'il n'y ait pas de faille, surtout en termes d'intrants, en termes d'approvisionnement des points de prestation, notamment au niveau régional. Dans la riposte contre le Covid-19, la pharmacie nationale constitue le magasin d'armes. Son niveau de stock et ses capacités d'approvisionner la pyramide de la base au sommet sont réels, ce qui rassure. Coronavirus, le péril s'étend désormais à plus de 900 000 personnes sont contaminées à travers le monde. Plus de 45 000 décès ont été enregistrés dans les 147 pays où le Covid-19 s'est déclaré. Pour faire face, les équipements de protection tels que les masques sont très recherchés actuellement. Le point avec Pabouna Chao. Malgré les mesures de confinement qui touchent à ce jour près d'un habitant sur deux de la planète, le coronavirus continue de se propager à une vitesse vertigineuse. Désormais, plus de 187 pays et territoires sont infectés par le Covid-19. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, près de 900 000 cas de contamination ont été enregistrés à travers le monde. L'Italie reste le pays le plus touché avec plus de 13 000 morts, suivi de l'Espagne, des États-Unis, de la France et de l'Iran. Au total, plus de 45 000 personnes ont été emportées par le coronavirus. Partout, les hôpitaux et les structures sanitaires sont submergés de patients qui ne peuvent plus tous être pris en charge. Si la Chine, d'où est partie l'épidémie, se remet petit à petit à un régime normal, d'autres pays à l'image de l'Espagne ou encore des États-Unis s'enfoncent davantage avec une multiplication des cas de décès. En attendant la disponibilité d'un vaccin encore à l'étude, les masques et autres dispositifs de protection sont fortement convoités. La France a ainsi eu la surprise de voir l'une de ses commandes de masques rachetées au prix fort par les États-Unis sur le tarmac d'un aéroport chinois. Pour rappel, la France a commandé 1 milliard de masques et 5 millions de tests en attendant la pleine production de ces usines de fabrication de masques. Nous parlons de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Elle a pour thème le rôle des armées donc le rôle des armées dans les questions liées aux pandémies et catastrophes, thème choisi bien avant la pandémie du Covid-19. À 48 heures de la célébration, le ministre des Forces armées est revenu sur la pertinence de ce thème. Nous l'écoutons. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la vision politique du président de la République, Macky Sall, qui a déjà choisi ce thème pour que l'armée réfléchisse. Mais auparavant, il faudrait dire que gouverner, c'est anticiper. Parce que le concept de défense, il a eu déjà à réfléchir à un nouveau concept en revenant sur celui qui était en cours, celui du concept de défense, résultant de la loi 70-23 du 6 juin 1970, qui a été remplacée par l'instruction présidentielle du 5 février 2015, qui met l'accent sur le concept de sécurité humaine dans sa globalité, en laissant à l'armée son action classique de défense du territoire national, mais aujourd'hui de jouer un rôle important pour assurer la plénitude de la sécurité humaine de nos populations en raison des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Et cette pandémie fait partie de ces défis. Et l'armée est aujourd'hui prête pour y faire face. L'intégralité de cet entretien avec le ministre des Forces armées, c'est à suivre après ce journal.
La douane en croisade contre le Covid-19, en plus des mesures d'hygiène préconisées, l'administration des douanes a pensé à réduire le temps de présence de son personnel dans les bureaux et défini un protocole de surveillance et de contrôle pour ces unités aux frontières. Le télétravail et la dématérialisation sont au cœur de la riposte contre le Covid-19. Salut Sec. Calme plat au bureau des douanes de Dakar Port Centre, d'habitude bondé de monde en cette heure de la journée. Ici, un dispositif spécial est mis en place pour faire respecter les règles d'hygiène. Les usagers sont tenus de se laver les mains avant d'y entrer. Je salue cette mesure, que chacun fait ça. C'est comme ça qu'on peut faire pour se sauver. Le personnel aussi se soumet. Je me plie aux règles d'hygiène édictées par les autorités étatiques. Autre mesure prise par la douane pour lutter contre le Covid-19, la réduction de l'effectif. Au niveau également donc, des usagers, donc, les mesures qui ont été prises, c'est vraiment de restreindre, n'est-ce pas, donc, l'entrée donc, des usagers donc, au bureau. Ce qui s'est passé, c'était que chaque personne pouvait faire lui-même ses opérations de douanement. Pour éviter que cette maladie se propage, on a instruit au commissaire de douane de désigner un représentant capable à faire toutes les opérations, n'est-ce pas, concernant donc, son bureau. Seule dans un bureau, cette vérificatrice permute désormais avec sa collègue. Que nous ne recevons pas plus d'un usager dans les bureaux et nous respectons, comme vous le voyez, la distance réglementaire d'au moins 1 mètre. Nous utilisons dans l'exercice de nos fonctions des gants, des masques, mais également des solutions hydroalcooliques. Nous portons l'information auprès de nos familles et voisins, car nous sommes également des vecteurs de lutte contre cette pandémie. On fonctionne maintenant sous forme de roulement. Même pour les vérificateurs, on a divisé le nombre de vérificateurs par 2. Chaque groupe travaille une semaine. Le premier groupe travaille cette semaine, la semaine d'après, l'autre groupe vient travailler. Dans ce bureau, la dématérialisation est au cœur du dispositif. Nous avons pris les devants depuis plusieurs années, qui est effectif également au niveau des bureaux de l'unité de développement de l'intérieur comme du Sénégal. Et dans le cadre d'espèce du bureau de Dakar Port Centre, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, il y a moins de papiers qui sont déposés au niveau des bureaux, parce que toute la liasse documentaire qui était en tout cas nécessaire au traitement est aujourd'hui prise en charge par le système Gaïndé intégral. Et de ce point de vue, le télétravail, en tout cas, est un moyen efficace qui permet de réduire le contact, mais aussi d'assurer la continuité du service. Cette procédure normale et réglementaire est érigée en normes internationales. La douane sénégalaise l'a adoptée et adapté son cadre juridique. Avec le nouveau code des douanes, il fallait nécessairement prendre en charge cette question de la dématérialisation. Donc, le manifeste électronique, ça n'existait pas. C'était un dépôt physique d'une liasse de papier. Donc, un navire pouvait te faire jusqu'à 1000 TC. Donc, c'était un document assez important. Le manifeste n'est variété. Jusqu'à présent, c'est déposé, mais nous, à notre niveau, on ne reçoit pas le manifeste. On reçoit pas le manifeste physique, mais le manifeste électronique. Donc, qui est enregistré, et les articles manifestes nous permettent de travailler directement lorsque la déclaration est enregistrée par le déclarant. On a un système totalement dématérialisé. Les gens utilisent ces passerelles-là pour déposer leurs déclarations à partir de leur bureau. La démat est une remède pour le coronavirus. À la brigade MOL 8, les usagers sont tenus de respecter de manière stricte les mesures. Ici, c'est un dispositif qui est mis en place. Port de masque obligatoire, distanciation sociale exigée. Nous recevons plus d'une centaine de personnes par jour, avec en moins 300 dossiers en moins par jour, ou bien parfois un peu plus. Donc, pour entrer dans le siège de la brigade, obligatoirement, il faut un masque. Et il faut aussi se faire tester par le thermoflash. Le centre médico-social intègre aussi le dispositif de riposte. C'est ici le laboratoire de riposte douanière contre le coronavirus. Ce centre fait partie du dispositif parce que, comme vous le savez, nous sommes en état de guerre sanitaire. Et dès que les premiers cas ont été détectés, le directeur général des douanes a pris toutes les dispositions pour que nous fassions partie de l'équipe de lutte, de l'équipe de guerre. Donc, dès le 28 février, une note a été prise, un message a été fait plutôt aux agents pour leur demander de respecter les prescriptions sanitaires édictées par le ministère en charge de la Santé. Il y a une mise en place d'une cellule de veille et d'alerte ici au niveau du centre. Et cette cellule est chargée de coordonner l'ensemble des actions de lutte. Donc, c'est calibré en fonction de la situation. On évalue la situation et on prend les mesures idoines pour faire face, pour protéger les agents des douanes, mais les usagers, également les usagers du service.
Des stratégies de communication interne et externe déployées pour mettre les agents et les usagers au même niveau d'alerte. Le protocole qui est préconisé par les services sanitaires, le protocole est également détaillé, expliqué aux agents. Parce que quand il y a une réorganisation du service, les conditions de travail sont modifiées. On est obligé de partager donc, cela avec les usagers, nos partenaires, et nous avons également recueilli leur avis et observations. C'est donc tout un dispositif qui est mis en place par la douane avec son expérience de gestion de pandémies ou de certaines maladies comme Ebola. La douane est donc un maillon essentiel dans la lutte contre le Covid-19. Credo, protéger les hommes et les usagers pour protéger l'économie. Dans les préparatifs de la fête de l'indépendance, nous parlons donc de la gendarmerie. La Légion de gendarmerie la Légion Est est une des 6 entités territoriales du Sénégal. Elle englobe les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Quel rôle joue cet état-major basé à Tambacounda dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens? Les éléments de réponse dans ce reportage de Thiorodian. 3 compagnies déployées au niveau de Tambacounda, Kédougou et Bakel. Des forces d'intervention qui s'articulent autour de 4 unités mobiles, des brigades et des postes de gendarmerie opérationnels. Telle est l'architecture de la Légion Est de la gendarmerie. 2 brigades. Donc ces 2 brigades sont des brigades spécialisées. Nous avons la brigade de recherche qui est une unité spécialisée dans l'action judiciaire, mais vraiment dans des enquêtes pointues et particulièrement des enquêtes portant sur la lutte contre la grande criminalité, notamment le démantèlement des bandes de malfaiteurs et de braqueurs pour lesquels nous avons opéré beaucoup d'arrestations donc, au courant de l'année 2019. Nous avons la brigade routière qui est une unité spécialisée dans la sécurité routière. Pour lutter contre la grande criminalité transfrontalière, une unité d'élite a été portée sur les fonds baptismaux, le groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention GARCI. Ce sont des actions préventives qui nous permettent d'occuper le terrain afin de fermer toutes les fenêtres d'opportunité donc des malfaiteurs. Mais il y a aussi donc, la mission de prévention de la menace terroriste dans un contexte particulier. Face à certaines menaces comme l'exploitation illicite de l'or, la gendarmerie contribue pour assainir le secteur. L'exploitation minière illicite qui avait été trouvée donc, à l'intérieur du parc Nyokolokoba également faisait partie des exploitations démantelées et naturellement, toutes les personnes qui étaient impliquées, en tout cas présumées impliquées dans cette affaire, avaient été présentées à monsieur le procureur de la République et cette affaire avait été en tout cas démantelée. Dans la région de Tambacounda, la coupe abusive de bois ne faiblit pas. Malgré la ténacité des agents des eaux et forêts, la gendarmerie vient souvent en appoint pour démanteler les réseaux de trafiquants. C'est un domaine de compétence spécifique de nos camarades des eaux et forêts que nous appuyons sur leurs demandes au passage, mais également nous menons parfois des actions autonomes dans le but de lutter contre ce fléau qui pose un véritable problème, particulièrement dans le secteur de Makakoulibantan, et nous menons des opérations également dans ce sens-là, soit de manière autonome ou également donc, en rapport avec nos camarades des eaux et forêts. La mutualisation des forces de défense et de sécurité, une réalité dans les régions de Tambacounda et Kédougou. Pour barrer la route aux malfaiteurs, des opérations combinées sont souvent menées. C'est le cas dans ce contexte de lutte contre le Covid-19. Voilà un quart de siècle qu'elle assure la reconversion des militaires. L'Agence pour la réinsertion sociale des militaires créée en 2005 dispose de fermes pour assurer des stages pratiques pour des militaires qui ont fini de servir dans l'armée et des militaires toujours en service. Quels sont les contours de cette reconversion? Quels sont les résultats obtenus? C'est un document signé Ibrahima Ndong. Elle vit ses derniers jours de service militaire. À 1 mois de sa libération, cette jeune fille a déjà assuré sa reconversion. Elle a déjà bénéficié de la formation qualification emploi dans le domaine de l'élevage. La formation dure 45 jours, l'élevage, des bovins et de la volaille aussi. Cette formation nous a permis de savoir comment on doit élever les volailles, de même que les bovins. Comme elle, ils sont nombreux les militaires qui ont réussi leur insertion sociale grâce à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. La reconversion concerne toutes les catégories des militaires en partance à la retraite. Les hommes de troupe, parce qu'ils partent à la retraite très prématurément.
Nous avons les contingents qui sont libérés presque à l'âge de 22-23 ans. Nous avons des militaires du rang qui partent à la retraite à l'âge de 45-46 ans, donc à la fleur de l'âge. Donc, c'est des gens qu'il faut accompagner. Nous avons aussi des officiers et des sous-officiers qui partent vers la limite d'âge, mais qui constituent un creuset de compétences. Créée en 2005, l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires a des objectifs spécifiques. L'Agence pour la réinsertion sociale des militaires a pour mission d'assister le ministre des Forces armées dans la conception et la mise en œuvre de la politique de réinsertion sociale des militaires libérés, retraités, dégagés des cadres et de lutte contre la précarité dans les foyers des militaires. À une trentaine de kilomètres de Dakar, Noflaye. Bienvenue dans cette ferme de l'armée nationale. Elle s'étend sur une superficie de 25 hectares. Ici, la beauté du cheptel tape dans l'œil. Nous avons un effectif de 106 sujets, dont 67 en production. On a eu à bénéficier de 4 importations de vaches races laitières. Donc la première importation a eu lieu en 2015, décembre 2015. On a eu une deuxième importation en 2017, puis en 2019, en 2018 et en 2019. Les équipes parviennent à traire plus de 300 litres jour, un volume qui renseigne en suffisance sur l'importance de la production laitière du cheptel. 344 litres jour, donc vu l'effectif qui est en lactation. On est en attente quand même d'autres volages, disons. Donc il y a 34 sujets qui sont en gestation et pour lesquels nous attendons les volages et donc la production va augmenter. Dans cette ferme, l'aviculture n'est pas en reste. Des milliers de sujets se trouvent. 3 bâtiments et dans chaque bâtiment, il y a 2 batteries. Donc là, dans ce bâtiment, par exemple, nous sommes à 5600 sujets. Production journalière, actuellement, on est à 124 tablettes jour. Sur les autres poulaillers aussi, c'est pareil, ça diffère un peu. L'autre poulailler, on est à 131 tablettes. Le troisième, on est à 135. À Noflaye, le maraîchage occupe une place non négligeable. 15 hectares sont destinés à l'exploitation de différentes spéculations. Présentement, on est sur l'oignon, sur 3 hectares. On est sur l'aubergine, pour une surface à titre d'essai, sur 400 mètres carrés. Et le piment également sur 400 mètres carrés, c'est une variété qu'on est en train d'expérimenter. Et en dehors de ça, on a également le concombre. Ici, le concept armée-nation est une réalité. Il y a plus d'affection en fait, quand vous travaillez avec des militaires, parce que c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est des décisions de commandement. Et c'est le système goutte à goutte, en fait, parce que c'est ce qui est aujourd'hui en fait, utilisé dans le monde. Oui, il y a des gens qui utilisent d'autres systèmes, mais le système goutte à goutte, pour moi, c'est un système qui est très adéquat. Pour honorer leurs engagements et réussir leur mission, les autorités de l'agence ne manquent pas de stratégie. Conformément à son plan d'action 2020-2025, la stratégie de l'ARSM repose sur 3 axes majeurs. D'abord, la formation, la préparation au concours. Ensuite, la réinsertion par l'intermédiation et le placement. Et enfin, la réinsertion par l'appui à l'auto-emploi. Assister le ministère des Forces armées dans sa politique de réinsertion sociale, le seul objectif de l'agence. Dans ces perspectives, l'ARSM envisage de renforcer ses fermes et d'augmenter le nombre du cheptel. Pendant ce temps, Wagan, le nom de ce taureau, continue de forcer le respect avec son poids lourd. Le rôle des forces de l'ordre dans la gestion des pandémies et autres catastrophes, c'est le thème de la fête de l'indépendance. La police est au cœur de la stratégie de lutte contre le Covid-19 en sensibilisant, mais aussi en protégeant les frontières. Le reportage de Ndeye Aïdja. Vérification de température et des règles d'hygiène, sensibilisation. La police est au cœur de la lutte contre le coronavirus. Avec la porosité des frontières et leur nombre important, la police nationale est la première unité de lutte
contre cette pandémie. Si le contrôle sanitaire aux frontières se fait au niveau aérien, au niveau terrestre, donc pour la plupart des cas, donc c'est nous qui en fait suppléons les unités sanitaires dans le cadre de cette lutte. Puisque nous sommes présents donc, dans tous les points officiels, ce que la santé ne peut pas faire, donc nous sommes censés le faire. Et dans ce cadre, je voudrais souligner donc, que le ministère de la Santé a pris les devants. Donc, au cours de l'année 2019, ils ont dispensé des formations dans la prise en charge des aspects épidémiologiques et, disons, sanitaires du contrôle au niveau des frontières. Donc, pratiquement tous nos agents ont été formés. Depuis les premiers cas de Covid-19 signalés, la police a permis d'identifier les personnes en jouant un rôle majeur dans le renseignement. Nous avons un rôle de recherche, de collecte et de centralisation du renseignement, donc transfrontalier. Donc, à ce titre, nous sommes les primo-intervenants donc, lorsque quelqu'un rentre au Sénégal. Et vous avez entendu le problème des cas importés, donc, qui sont forcément passés par nos frontières et donc passés entre nos mains. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en fait la première unité de lutte. Donc, pour ce qui concerne l'ensemble en fait, du dispositif qui est mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, la police nationale s'est dotée d'un plan de riposte pour parer à toute éventualité. Et pour mieux faire comprendre le rôle des forces de l'ordre, le thème de la célébration de l'indépendance du Sénégal est en lien avec leur implication en temps de pandémie et autres catastrophes. La sécurisation des frontières est dévolue à la police des frontières et à la douane, mais depuis que le coronavirus a été détecté au Sénégal, l'armée est venue en renfort dans la région de Matam. L'armée, en tête des forces de défense et de sécurité, a érigé ses quartiers dans toutes les zones frontalières pour s'assurer du respect de l'état d'urgence et pour éviter la propagation du virus. Fatimata Banelba. Des pirogues à quai, la traversée interdite, une gare routière déserte, l'économie du village de Gourel-Oumarli, frontalière avec Kaïdi, à l'arrêt. La fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal pour cause de Covid-19 a plongé cette bourgade dans la léthargie. Et pour veiller au respect strict de la mesure, l'armée a érigé ses quartiers dans la zone. Nous menons des patrouilles toutes les nuits, entre 20h jusqu'à l'aube, avec les autres forces de défense et de sécurité sur l'étendue de la région de Matam. Mais nous sommes également présents ici, au niveau de la frontière, parce que vous savez que depuis le 21 mars, les deux présidents ont convenu de la fermeture de la frontière commune. Et nous sommes là également pour acter cette décision gouvernementale. En ces temps de pandémie, l'armée est déployée dans toute la région de Matam, surtout au niveau des frontières. Toutes les forces de défense et de sécurité travaillent en synergie pour le respect de l'état d'urgence. Au niveau régional, quand même, la coordination elle est très bonne entre les forces de défense et de sécurité. Nous nous réunissons régulièrement entre forces de défense et de sécurité. Et nous nous réunissons également régulièrement avec notre autorité administrative qui est le gouverneur, ce qui nous permet vraiment au niveau régional d'avoir une action concertée mais surtout complémentaire dans le but de garantir la sécurité des personnes et des biens dans toute la région de Matam. Nous en avons profité également pour ouvrir les postes non officiels, les postes qui auparavant n'étaient pas pourvus d'éléments. Présentement, donc, on peut dire qu'au niveau de tous les points de passage non officiels, l'armée est présente, la gendarmerie, plus la police des frontières qui était là bien avant. L'armée mène aussi des actions de sensibilisation au niveau des populations. Présentement, c'est ce que nous faisons le long de la frontière. Nous contribuons à cette sensibilisation en parlant aux différentes notables qu'on rencontre au niveau des différentes localités de la région. Tout au début, c'est la police des frontières qui était là, avec la gendarmerie. Après, on nous a renforcés avec l'armée pour la surveillance des frontières. Nous collaborons étroitement avec toutes ces forces de défense et de sécurité. Elles nous appuient beaucoup, surtout dans la sensibilisation. Le service d'hygiène aussi est venu apporter sa contribution. Face à l'agressivité du Covid-19 et sa rapide progression, des djambars sont déployés dans toute la région de Matam.
De Dembankane à Gorel Oumarli en passant par Barkédi, ils sont aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour veiller au respect des mesures édictées en cette période de pandémie. La matinale Kenkeliba de ce jeudi a reçu le commandant Ababakar Faye, le chef de la division communication de la gendarmerie nationale, et le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef du bureau des relations publiques de la douane. Ces deux corps ont fini de traduire en acte le thème du 4 avril de cette année, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et catastrophes. Nous les écoutons avec Alioune Badarakana. C'est une situation de crise sanitaire qui n'épargne personne. Il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de traitement. Donc nous sommes, le personnel de la gendarmerie est exposé au même titre que toutes les autres personnes. Donc il y a des mesures qui sont prises. Effectivement, c'est l'application des mesures barrières en interne. N'oublions pas aussi que le gendarme, derrière lui, il y a une famille. Dans les casernes, il y a du monde. C'est une population professionnelle qui est là-bas. Il y a aussi les familles. Donc, il y a des mesures de protection à prendre. Et dans ce cadre, le service de santé de la gendarmerie nationale, qui est notre structure de soutien médical, fait de la sensibilisation, puisqu'il a une mission de soutien médical. Donc, fait de la sensibilisation au profit du personnel, mais aussi au profit des familles. Très tôt déjà, bien avant même donc la déclaration du premier cas au Sénégal, l'administration des douanes, le directeur général des douanes avait pris des mesures préventives. On a élaboré un protocole de contrôle qu'on a greffé dans nos procédures normales pour permettre aux agents d'avoir d'intégrer déjà les réflexes et les attitudes qui ont été donc formalisés par les autorités sanitaires. Nous avons une structure de santé qui constitue, c'est-à-dire c'est le centre médico-social, qui est le relais en douane des directives qui sont élaborées au niveau du ministère de la Santé. Bon, par rapport donc aux impacts, aujourd'hui c'est évident. Voyez-vous, au niveau de la Chine, pratiquement au niveau de la zone Asie, 25% des importations du Sénégal viennent de la zone Asie. Et c'est essentiellement vers la Chine. À titre d'exemple, dans les recettes réalisées pour l'année 2019, 17% de ces recettes constituent un apport sur les importations venant de la Chine. Voyez-vous, donc si on se projette vers ce repli évident des importations venant de la Chine, on est dans des projections forcément de baisse peut-être de recettes, évidemment. Tambacounda a enregistré son premier cas de Covid-19. C'est un cas contact suivi qui vient de se révéler positif dans la localité de Goudiri. Le gouverneur de la région de Tambacounda, Mamadou Baldé, a fait face à la presse. Il s'agit d'un religieux qui aurait été en contact avec le shérif mauritanien qui était dans la zone de Médina Gounass dans les jours qui ont suivi le Dakar reporté. Il s'est présenté au centre de santé de Goudiri il y a 3 jours et lorsque les prélèvements ont été faits, nous les avons envoyés à Dakar et aujourd'hui, nous pouvons dire que la région de Tamba a enregistré son premier cas. À la suite de l'information, des mesures ont été prises en urgence. Au moment où je vous parle, le médecin-chef de région et ses équipes sont déjà déployés en direction du centre de santé de Goudiri. J'ai également déplacé dans l'urgence la brigade régionale d'hygiène pour les besoins de désinfection. En priorité, il s'agira de désinfecter le village qui se trouve dans l'arrondissement de Boingel-Bamba. Ensuite, il faudra désinfecter le centre de santé de Goudiri qui a reçu le malade il y a quelques jours. Nous avons également décidé de confiner
la totalité du village en question. À ce sujet, le commandant de Légion a tout à l'heure reçu les instructions et le déploiement des éléments pour encercler le village et ne permettre aucune sortie des populations de ce village en direction d'autres localités. Troisième mesure, nous avons décidé de confiner le département, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'à compter de cette heure, aucun véhicule, qu'il soit particulier comme qu'il relève du transport, ne peut sortir de Goudiri en allant dans le sens de Tambacounda ou en essayant de gagner Kidira et cette zone. Je dois préciser que cette mesure ne peut souffrir d'exception. Voilà, le gouverneur de Tambacounda donc, qui s'exprimait après l'apparition d'un premier cas de Covid-19 dans la région de Tambacounda. Après l'émission Basmi, vous pourrez suivre une autre émission. Elle s'appelle celle-là Saïtou. Ce soir, Abdoulaye Bari reçoit les ministres plutôt, Mansour Faye du développement communautaire et de l'équité et Assom Diatta du commerce. Ils vont parler donc du programme spécial d'aide mobilisé par le président de la République pour faire face aux conséquences du coronavirus. Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Passez d'excellents moments sur la RTS.